Dans une de ses récentes émissions, le présentateur vedette américain Jimmy Kimmel consacrait une partie de son émission au lancement du dernier iPhone 5. Alors, il est allé interroger des gens dans la rue et il leur a donné un iPhone en leur demandant « Qu'est-ce que vous en pensez du nouvel iPhone 5 ?» Et l'astuce, c'est qu'il leur avait donné l'ancien, parce que le nouveau n'était pas encore sorti. Voilà ce que ça donnait. iPhone 5 just came out today. We want to know if you'll take a look at it. Tell us how it compares to the last iPhone. I'd love to. Oh, it's way better. Yeah, it's nice. That's definitely noticeably better. It's a little thinner. Looks like the screen's a little bigger. Seems a little bit faster. Yeah, faster, lighter. Feels heavier. Feels heavier? I think so. A lot lighter than the last one. It's a lot faster as well. Mine's gonna take forever. So this one's faster? Yeah, definitely faster. Right on. Oh, it looks very nice, very updated. Oh my God, it feels a lot lighter and just more, just a lot more higher quality. And it's got, if you drop it, it looks like it's not going to break. Quand on voit ça, on se dit que c'est peut-être même pas la peine d'en fabriquer de nouveaux. Donc, y compris ce monsieur avec les deux mêmes dans la main. Voilà. Qu'est-ce qui peut finalement nous pousser à trouver une chose plus légère, plus rapide, plus fine, alors que c'est exactement la même? Grand mystère en psychologie, mystère auquel ont répondu déjà des scientifiques depuis maintenant les années 50. Il y avait une grande expérience du psychologue Solomon Asch qui avait donc invité, on va le voir ici, des gens à venir dans son laboratoire. Alors dans cette expérience, les gens arrivent pour soi-disant un test de perception visuelle. Tous les membres de l'équipe, l'astuce, sont en fait des compères, des acteurs, et un seul d'entre eux est un vrai cobaye, c'est celui à la chemise rouge. Alors, en quoi consistait l'expérience ? Sur cette expérience, on va voir en fait une série de barres verticales. Les participants vont devoir indiquer laquelle des 3 barres, 1, 2 ou 3, est la plus proche en longueur de la barre située à gauche. Alors, comme vous allez le voir, les participants, les acteurs, vont tous dire quelque chose de complètement absurde, à savoir qu'ils vont citer la barre numéro 3. Et observez bien la réaction du vrai cobaye. 3. 3. Voilà. Donc la vraie réponse c'était 2. On sent qu'il y a quelque chose qui se télescope dans sa tête. Alors ça a été appelé le biais de conformité. De nombreuses expériences l'ont confirmé. Et les psychologues interprètent ça en disant qu'en fait l'être humain est un être social avant tout et qu'il a plus peur d'être exclu du groupe en disant quelque chose de différent que de se tromper. Fondamentalement, ce qui est frappant, ce qui nous frappe tous, c'est que ce qu'on appelle la vérité, la réalité, l'objectivité, c'est quelque chose qui est assez impalpable. Pour y accéder, on pense qu'on a souvent recours à notre analyse personnelle, mais bien souvent, on se repose beaucoup plus sur ce que dit le groupe. C'est finalement la vulnérabilité de l'individu à la prescription du groupe. Et la prescription du groupe dans la vie quotidienne, elle vient de beaucoup de façons. C'est notre entourage, ce sont nos collègues, mais c'est aussi la publicité, c'est la mode. Tout ça qui va finalement nous conduire à aimer quelque chose qu'on n'aimerait pas forcément au départ. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à savoir comment ça marchait. Grâce aux études sur le cerveau. Vous savez, avec aujourd'hui l'imagerie cérébrale, on arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau, par exemple, de ce pauvre garçon en chemise rouge. Et ce qu'on verrait à ce moment-là dans son cerveau, et ça a été fait, c'est qu'il y a un signal d'erreur qui apparaît. Il y a une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire rostral, qui lui dit « là, tu as fait une erreur, mon garçon ». C'est-à-dire qu'au moment où il a produit son analyse personnelle, en pensant que c'était la barre numéro 2, bien sûr, qui était la plus proche de celle de gauche, il s'aperçoit que le groupe dit autre chose, et dans son cerveau, il y a ce signal d'erreur qui apparaît. Donc finalement, on en arrive à penser que ce qui est noir et blanc, que 2 plus 2 font 5, et à se déconnecter complètement de la réalité. Pour revenir à l'expérience de l'iPhone, qu'est-ce qu'elle nous dit cette expérience quand on voit les images? C'est qu'en fait les gens ne font pas la différence entre les deux, parce que s'ils la faisaient, ils se rendraient compte que c'est la même. Donc en fait la différence du nouvel iPhone, certes il y a une petite différence technologique, mais c'est avant tout une différence qui nous est prescrite. Prescrite par quoi? Par l'obsolescence programmée des produits, par le renouvellement continu, par cette espèce de mise à jour tyrannique qui nous est imposée et qui nous met dans la tête dès le départ que le suivant sera forcément beaucoup mieux. Et finalement, on est un petit peu comme des moutons par rapport à cette évolution des produits et ça me paraît être un vrai défi cérébral de faire valoir ce que Descartes appelait le doute systématique. Et ça a des conséquences importantes qu'on ne soupçonnerait pas forcément dans le domaine politique.
Je cite une étude qui date de l'entre-deux tours de la présidentielle en 2012, qui a été réalisée par l'Institut Mediamento auprès de 1000 personnes et qui a constaté qu'en fait la publication des sondages, par cet effet d'influence et de prescription, pouvait faire basculer la vie des électeurs. Ils ont constaté par exemple que si un électeur avait initialement décidé de voter pour candidat X face au candidat Y, et qu'on lui présentait un sondage montrant que Y avait une avance considérable, dans 25% des cas, il changeait d'opinion. Donc ces études me semblent pouvoir avoir des retombées, notamment sur le fait de vraiment avoir des réserves sur la publication des sondages en période électorale.